22h, c'est Classico avec Steve Nadjar. Bonsoir à tous, bienvenue dans Classico. Merci de nous rejoindre comme tous les lundis soirs sur Radio J. Je m'empresse de vous présenter nos invités du soir. Il est sans doute l'éditorialiste politique le plus connu de France. On sait moins que derrière son écharpe rouge se cache un passionné de foot. Bonsoir Christophe Barbier. Bonsoir Steve. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Dans Classico, on a le plaisir de vous retrouver tous les matins sur Radio J pour l'interview politique du morning. Et vous venez de publier chez Fayard un livre coécrit avec Cyril Hanouna, Ce que m'ont dit les Français. Christophe, est-ce que votre écharpe rouge cache une adhésion à un club, par exemple les Reds de Liverpool? Pas du tout. Mon club de jeunesse, c'était les Verts de Saint-Etienne. Et mon club... Vous êtes né à Lyon, je crois. Je suis né en Haute-Savoie et j'ai fait mes études à Lyon, mais faire ses études à Lyon n'empêche pas, tout en si on peut être discret, de soutenir Saint-Etienne. Mais ça, c'était ma jeunesse. Quand j'ai grandi, j'ai eu un fils qui, lui, était fan de l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais de Juninho, donc je l'emmenais au stade Gerland à l'époque pour voir ce magnifique tireur de coups francs. Mais mon club aujourd'hui de cœur, il est, on va voir si vous le connaissez, tiens, il est pour ses couleurs orange, vert et noir. Orange, vert et noir. L'Orient, peut-être? Il n'y a pas de vert à l'Orient. C'est le Football Club de Venise. Ah, je savais pas qu'il y avait un club à Venise. Qui est monté en Serie A là cette année, après une vingtaine d'années en deuxième division italienne. Bon, ils ont un peu de mal évidemment, mais ils se battent bien. Et j'ai eu l'occasion d'aller les voir plusieurs fois jouer à Venise dans un stade. Comment est-ce que vous avez découvert ce club? En étant moi-même un Vénitien de cœur, et quand on aime le foot et qu'on est à Venise, de temps en temps on va traîner ses guêtres vers le stade, qui est un stade absolument, c'est un petit stade, hein, c'est un stade qui est engoncé bien entendu, mais qui est les pieds dans l'eau bien entendu. Il faut franchir un canal pour aller dans ce stade, et c'est une équipe qui a des supporters extraordinaires, extrêmement chauds, et ça donne de très 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 beaux matchs, en tout cas des matchs. Des supporters, donc Christophe Barbier, on l'apprend ce soir. Voilà. Ça, c'est la première information de ce Classico. On sera rejoint tout à l'heure par un deuxième invité, Rodolphe Gaudin, qui est grand reporter à France Télévisions et qui publie un livre sur les étoiles du foot. Au sommaire de Classico ce soir, la saga Ramos au PSG, la lutte pour le podium en Ligue 1, l'arrivée de Xavi au Barça et la prochaine liste de l'équipe de France. Chers auditeurs, vous pouvez nous écouter sur radioj.fr et l'application Radio Player France. Émission également à suivre en vidéo sur la page YouTube de Radio J. Classico épisode 43. On s'envole tout de suite pour le Sud. Jusqu'à 22h, Steve Nadjar dans Classico sur Radio J. Et on démarre avec l'OM. Les Marseillais sont de retour sur le podium après leur victoire hier soir à Clermont, 1-0. Christophe Barbier, qu'est-ce que vous avez retenu de la prestation marseillaise hier soir? La pluie, un temps de cochon qui fait que on peut pas trop juger. Hein, donc on n'était pas dans le stade. Je pense qu'on a dû un peu s'ennuyer quand même et se frigorifier du côté des volcans d'Auvergne. Il y a un magnifique but. Faut l'espèce de Turc Wunder, voilà, sur un coup de pied du gauche là enroulé au ras du poteau, un magnifique but. Ils auraient pu ouvrir la marque d'ailleurs bien avant, mais il y avait un bon gardien. Ça me fait de la peine un peu pour Clermont, parce que Clermont, je trouve, est un promu extrêmement valeureux, extrêmement courageux, et à chaque fois il rate un tout petit peu ce qu'il faut pour avec le coach qui avait fait plusieurs choix, notamment de mettre sur le banc son attaquant star Bayo suite à sa garde de vue la semaine dernière. Ça a certainement joué sur le scénario du match. Oui, ça a dû jouer, et puis en plus, bon, évidemment, c'est pas bon pour le moral d'une équipe, même si ça peut leur donner un petit peu de hargne. Ce qui m'embête avec Marseille cette année, c'est que je trouve qu'ils ne fonctionnent qu'à l'émotionnel. Alors ils ont été servis, si j'ose dire, avec la mort de Bernard Tapie. Donc il y a eu d'un seul coup une sorte d'ambiance dans le stade, dans le public, comme s'il fallait rendre hommage, et puis sur cette saison envoyer des messages à ce président mythique. Il y a eu le match à Nice, avec tout ce qui s'en est suivi. Il y a eu récemment de nouveau des incidents lors de la réception du PSG. Dimitri Payet obligé de sermonner avec d'autres les supporters. Et quand je vois Marseille se mettre dans l'émotionnel, comme ça, dans la tension permanente, dans le passionnel, dans l'engueulade, dans le trop plein d'émotions, que ce soit parce que les résultats sont mauvais, ce qui n'est pas le cas cette année, ou que ce soit parce qu'ils sont bons, je me dis qu'à moyen terme, ça finit par épuiser une équipe. Mais est-ce que ça fait pas partie de l'identité de ce club, de son ADN historique? Oui, ça fait partie de son ADN, mais quand cette équipe n'est que sur cet ADN-là, elle ne va pas jusqu'au bout, elle ne décroche rien. Quand elle ajoute à ce côté passion, et heureusement qu'on a de la passion dans le football, surtout dans le Sud, un tout petit peu de rationnel, d'organisation, de méthode, de discipline, ça donne le titre que Dacier avait décroché dès qu'il était la première année où il était président, avec Deschamps. Ça donne aussi ce qui a pu se construire sous Tapie, même si Tapie, le rationnel était assez rarement dans sa tête. Mais à un moment donné, il faut se dire... Vous êtes plutôt Deschamps que Bielsa, pour résumer. Exactement. Je suis plutôt Deschamps que Bielsa. J'ai jamais compris la fascination
fascination qu'avaient les clubs pour Bielsa, qui continue à aller d'un club à l'autre. Donc, comme Leeds maintenant. Oui, comme si le côté gourou finissait par faire tomber dans le panneau des dirigeants de club, alors que depuis ses tout premiers résultats, alors là, brillant, il n'a rien fait de bon. À chaque fois, ça se termine en eau de boudin, et j'ai toujours trouvé que ses systèmes de jeu étaient aussi clairs que ses discours, c'est-à-dire incompréhensibles. Et voilà, moi je suis beaucoup plus Deschamps que Bielsa. C'est tout simplement du jardinage efficace. Voilà. Et quand vous voulez faire pousser... Vous n'êtes pas un pro du déséquilibre permanent prôné par Bielsa et désormais par Sampaoli à l'OM. Non, je pense qu'il faut quand même... surtout quand on a des équipes où il y a de fortes individualités, où c'est pas l'anonymat et le système collectif qui sont les forces, il faut faire attention à pas les faire tomber du côté où ils penchent. Donc il faut que l'entraîneur soit un élément de raison. Ou alors, il faut être dans une psychologie tellement puissante qu'on entraîne tout le monde. Mais ça, c'est pas donné à beaucoup de monde. Ça a été donné à José Mourinho dans ses meilleures années. Il est peut-être en train de s'éteindre un petit peu de ce côté-là. Mais lui, Mourinho, il avait une folie qui était capable d'entraîner toute une équipe. Il était plus fou que l'addition des folies de ses joueurs. C'est pas le cas de Bielsa. Est-ce que vous êtes surpris par cette 3e place marseillaise pour l'instant après 12 journées? De toute façon, il y a la 3e place, il y a le PSG devant et les autres derrière. Et on a l'impression déjà que le trou est fait. Donc, contrairement à l'année dernière, de ce côté-là, le championnat est un tout petit peu faussé. Ce championnat a démarré sur des bases qui nous permettent pas de tirer des conclusions. Entre les matchs qui ont donné lieu à des suspensions, à des arrêts, à des sanctions éventuelles plus tard, entre les litiges sur certains buts, certains arbitrages, entre l'impression que plusieurs équipes sont capables du meilleur et ont des passages à vide terribles. Je pense à Nice, je pense à Lyon, je pense à Marseille, je pense à Monaco. L'impression, comme chaque année d'ailleurs, que ceux qui ont su tenir la dragée haute au PSG l'année d'après, ils sont essoufflés. Lille en est un bon exemple. Tout ça me donne l'impression que ce championnat, il est illisible. Alors oui, le PSG a l'air bien parti. Ça lui donne aussi un certain charme. Oui, ça lui donne un certain charme, mais c'est mieux quand tout le monde est en pleine forme, que personne n'a de passage à vide et qu'on se dit le moindre match nul peut coûter un podium. Là, c'est pas le cas. On sait que ces équipes, elles peuvent se faire battre à Troyes, à Lorient, à Angers, à Clermont, n'importe où, quoi. Tout comme elles peuvent mettre un 6-0 la semaine d'après. Il y a une espèce d'instabilité sur les équipes de deuxième partie de haut de tableau qui est un peu surprenante. On va reparler dans quelques instants de Nice. Alors hier, ce qui était assez remarquable, c'est la performance athlétique une nouvelle fois des Marseillais, le décalage avec le rendement moins intéressant en termes d'intensité de l'équipe de Clermont. Est-ce que vous pensez que les Marseillais peuvent durer en produisant un tel effort systématique à chaque match? S'ils n'ont pas de blessés, oui. C'est une question d'infirmerie, là. Ils ont, pour l'instant, plutôt limité la casse de ce côté-là. Donc, je trouve que... Mais l'hiver arrive. L'hiver arrive. Il y a plusieurs choses qui peuvent jouer pendant l'hiver, outre les maladies, les virus, l'épuisement, les claquages. Certaines années, il y a la CAN, qui prive les joueurs d'un peu de compétition. Il va y avoir une trêve hivernale un peu bizarre, où sans doute le mercato va être plus actif que d'habitude, parce que le mercato d'été, à cause du Covid, du manque d'argent pour beaucoup de clubs, a été un mercato un peu faussé. Donc je crains qu'il y ait pas mal de problèmes psychologiques aussi dans les équipes pendant cette trêve hivernale. Par ailleurs, c'est la dernière trêve hivernale normale, parce que l'an prochain, on aura le Qatar, on aura la Coupe du Monde. Donc les calendriers vont commencer à se déstabiliser pour pouvoir prévoir tout ça. Ceux qui vont sortir tard de la saison 2021-2022, ceux qui iront loin notamment dans les Coupes d'Europe, ils vont reprendre rapidement la saison parce qu'il faudra terminer vite avant la Coupe du Monde. Ça va donner toute une année 2022 un peu compliquée sur les organismes. Est-ce que vous pensez, Christophe, que Marseille a un banc suffisamment large et talentueux pour tenir à la fois, on va reparler dans un instant de la Coupe d'Europe, puisqu'il y a un match important contre la Lazio ce jeudi pour les Olympiades, pour tenir sur 2, 3, 4 compétitions? Je connais pas assez bien le banc marseillais, notamment les jeunes joueurs, les plus jeunes joueurs, pour savoir s'ils sont capables de fournir un plan B en cas de pépin. Alors on avait 2 exemples avec Conrad de la Fuente et Dieng qui ont remplacé Payet et Milic. Oui, alors ça, sur un match, c'est pas génial. On a la chance de sa vie, on fait tout ce qu'on peut. Ça peut passer ou pas passer. Parfois, on a des très, très bonnes surprises. Bon là, ça n'a pas été trop le cas. Il faudrait avoir un remplacement plus long, sur une blessure plus longue, d'une indisponibilité plus longue d'un titulaire, pour savoir si quelqu'un est capable d'éclore. Ça risque d'être un peu court quand même. Et puis après, tout dépend du calendrier sur lequel ça tombe. Le jour où il faudra retourner jouer, par exemple, au Parc des Princes, si vous n'avez pas l'équipe A, et notamment je trouve que Marseille est un peu Payet dépendant. Pas seulement pour l'efficacité, même s'il l'est très efficace, mais je trouve qu'il a pris en 1 saison et demie, 2 saisons, une emprise psychologique sur son équipe qui est très utile, mais quand il n'est pas là, ça se sent. C'est aussi l'effet Sampaoli ?
c'est peut-être l'effet Sampaoli, c'est aussi un changement de génération sur les gardiens. Quand même, le crépuscule logique de Steve Mandanda, c'est quand même quelque chose de très très important pour un club. Dieu sait si cet homme a tenu son arrière et tenu aussi les spectateurs aussi. C'était une autorité morale. Et donc ça fait beaucoup de choses qui s'éteignent tout doucement, qui déclinent. Et avec une certaine surprise autour des performances de son successeur Paul Lopez qu'on avait un peu décrié avant son arrivée. Ouais, qui finalement pas mal. Qui finalement donc et on voit beaucoup de clubs s'installer comme ça avec un ou deux gardiens qui se tirent la bourre. Alors la multiplication des compétitions permet à un second gardien maintenant d'avoir sa chance, soit en Coupe de la Ligue, soit parfois en Ligue Europa. Et dans beaucoup de clubs, c'est très intéressant. C'est très intéressant la rivalité au Paris Saint-Germain. Elle est très intéressante aussi ici à Marseille. Et puis à un moment donné, ça c'est le boulot de l'entraîneur et de l'encadrement, hein, c'est le passage de témoin, où le gardien titulaire devient le protecteur de son remplaçant et de son suppléant. C'est rarement réussi dans les clubs, mais là, on a quelque chose d'intéressant à suivre. Alors l'OM, je le disais, jouera jeudi en Ligue Europa contre la Lazio de Rome. L'OM compte 3 points en 3 matchs, ce qui place les Phocéens à la 3e place, justement derrière la Lazio et ses 4 points. Est-ce que vous considérez que Sampaoli a raison de considérer que c'est la priorité de la semaine et qu'il faut absolument que Marseille aille plus loin cette saison pour réussir finalement une saison? Il faut aller assez loin en Coupe d'Europe. Notamment à Marseille. Il y a un coup à jouer quand même, parce qu'ils n'ont pas fait un début de compétition flamboyant et ils sont quand même pas distancés. Donc dans un groupe qui est assez moyen, il y a quelque chose qui est plutôt pas mal pour eux. Donc ils auraient tort de pas jouer à fond cette épopée-là. Et puis ne pas jouer à fond l'épopée européenne l'année où Bernard Tapie, vainqueur de la plus grande coupe, est décédé, ça serait un tout petit peu, je dirais pas honteux, mais enfin ça serait pas à la hauteur du club. On peut comprendre que certains clubs sacrifient une compétition parce qu'ils n'ont pas l'effectif, parce qu'il faut. On le reproche souvent au club français d'ailleurs. On le reproche souvent au club français, surtout au club français qui commence à se dire si je joue tout sur la Coupe d'Europe et que je descends en 2e division, j'aurais tout perdu. Mais là, pour Marseille, ça serait vraiment un mauvais calcul. Alors, il y a un coup à faire. Puis en plus, c'est une vraie équipe de coupe. Hein. On l'a vu, elle est allée en finale, c'est une vraie équipe de coupe, de cette coupe Europa qui est assez virile, qui est assez intense, qui est âpre. C'est des matchs âpres. C'est pas du tout l'équivalent de ce qu'était la Coupe des vainqueurs de coupe ou la 2e Coupe d'Europe il y a 25 ou 30 ans. Où là, on avait des l'UEFA. Coupe de l'UEFA. Coupe de l'UEFA, ça ressemblait plus à une sorte de championnat européen. Et on avait vraiment des équipes sérieuses, scolaires, qui gagnaient la Coupe de l'UEFA. Et la Coupe des vainqueurs de coupe, c'était la coupe esthétique. C'était la coupe de ceux qui avaient un beau jeu, qui se retrouvaient là souvent parce que dans leur propre pays, ils avaient joué la coupe et pas le championnat. Et ils se retrouvaient en Coupe des vainqueurs de coupe. C'était une très 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 belle compétition. J'ai un peu la nostalgie moi d'ailleurs de cette organisation. Avec une période particulière, je sais pas, le PSG de 96. Oui, le PSG de 96, c'est un bon souvenir. Et la Juve, je crois un peu avant. Girondins de Bordeaux, on fait aussi de très très bons parcours dans ces coupes dites secondaires. Moi, j'aimais bien cela. Et puis Bastia aussi. À la fin des années 70. Oui, c'est ça. Il y avait. C'était pas des compétitions de rattrapage. C'était vraiment des compétitions qui avaient un esprit différent et qui étaient adaptées à des clubs différents. Et ça, c'était quand même très très bien. La Coupe des clubs champions, la Ligue des clubs champions, c'était pour les grosses machines. Et puis, il y avait de la place pour des équipes de danseurs. Et les équipes qui gagnaient la Coupe des vainqueurs de coupe, c'était souvent des danseurs. Et c'était très, très beau à voir. Alors, je précise que jeudi, les supporters de la Lazio seront interdits de déplacement à Marseille. La dernière rencontre entre les deux clubs remonte au mois d'octobre 2018. Elle avait été émaillée de nombreuses violences. Est-ce que vous êtes inquiet de manière générale? Vous êtes un observateur à viser de la vie politique, du phénomène de violence qui se répand dans de nombreux stades depuis le début de saison en France? Ah oui, on a eu énormément d'incidents, même si maintenant ça s'est un peu tassé. On a eu un début de championnat qui avait un niveau de violence absolument anormal par rapport aux enjeux. Donc c'est dû à quoi? Bon, évidemment, un effet défouloir après des mois et des mois sans aller au stade. Donc les gens ont eu besoin d'un double défoulement, hurler et frapper. Mais c'est pas acceptable. Je pense que c'est dû aussi à autre chose. Il faut que les clubs réfléchissent à cela. Il y a du côté des clubs la volonté d'exciter un certain nationalisme des clubs. Parce que ça crée de la ferveur, bonne ambiance dans le stade, la bonne ambiance attire les spectateurs font rentrer de l'argent. Par ailleurs, plus on est ultra, plus on va tout acheter. Les maillots, les billets pour le déplacement, les mugs, les produits dérivés. Et donc, pour faire du business, les clubs ont tendance à pousser un ultranationalisme des supporters. Et ça, c'est pas responsable du tout. Donc je pense que les dirigeants de clubs devraient très très vite enseigner à leurs supporters, demander à leurs supporters d'épater les adversaires par leur sens de l'hospitalité, leur bienveillance, leur fair play et leurs applaudissements quand l'équipe adverse gagne. Et ça, on ne le voit pratiquement plus
dans aucun stade, et c'est vraiment, vraiment dommage. Quand on voit qu'il y a eu des incidents à Lens, là, on s'inquiète. Parce que vraiment, Lens, à Bollaert, c'était le stade, le club où on savait que la ferveur ne devenait jamais une fièvre, c'est-à-dire une maladie. Et c'est devenu, à ce moment-là, une maladie, ça a débordé. Et ça, c'est absolument normal. Un mot maintenant sur Nice. Les Niçois l'ont emporté hier soir une nouvelle fois en fin de match à Angers 2-1 avec encore un doublé de leur attaquant Andy Delors. Je ne sais pas si vous avez entendu Christophe Andy Delors raconter justement le message qu'il a reçu de son papa juste après le match. Donc après ses 2 buts. Voilà ce que lui écrit son papa. Le deuxième but, c'est les cassettes de Jean-Pierre Papin que je t'ai fait bouffer quand t'étais petit. Ah ouais, c'est bien que le football se transmette comme ça de père en fils et évidemment Papin pour les papinades et pour les buts dans des positions incroyables, il y a rien de tel. Une équipe qui fait ce que Nice a fait à Lyon, elle peut faire n'importe quoi. Elle peut être capable de tous les exploits. Parce que ce qu'ils ont réussi à faire, ils mené 2-0 et ont perdu le match 3-2 et la semaine dernière. En 10 minutes, c'est-à-dire que le premier but, il est marqué à la 80e minute ou à la 79e minute, donc à un moment où normalement les organismes doivent fléchir et le moral aussi. Et ça, c'est des remontadas, comme dirait Arnaud Montebourg, absolument exceptionnels parce que ça, c'est le mental. Ça, c'est le mental et on ne le voit que dans le très 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 haut niveau. C'est l'effet Galtier, on a parlé de Sampaoli tout à l'heure. Ah oui, ça, vous avez pas ça si vous n'avez pas un entraîneur de cette trempe-là. Donc Galtier, on l'a vu à Saint-Étienne, on l'a vu dans le Nord, on le voit là, il a la capacité d'électriser un vestiaire et de provoquer ce genre de révolte. C'est-à-dire que c'est impossible, donc on va le faire. Et honnêtement, Nice, c'était pas la culture. C'était pas la culture de ce football-là, qui pouvait être un football performant, mais qui n'était pas un football du diable Vauvert, qui revient comme ça, qui retourne des situations impossibles. Et là, sur ce match-là, quand même, ils l'ont fait. Et ça, je pense que ça marque un groupe pour toute une saison. C'est-à-dire, quand ils seront menés 2-0 dans n'importe quelle compétition, à n'importe quel moment du match, ils penseront à ce match. Ça fait déjà 4 points gagnés par Nice après la 90e minute. Voilà. Donc ça montre qu'il y a quand même cette hargne-là. Mais ça montre aussi, ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans toutes ces équipes, Nice comme Lyon, on est capable du pire comme du meilleur. Et donc, il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas d'assurance tout risque dans ces équipes. Et on a vu une belle image après le deuxième but de Delors, justement Christophe Galtier prendre son joueur tête contre tête en disant par la suite que Delors avait un mental d'acier. C'est un leader en termes de caractère. On a besoin, ces entraîneurs-là ont besoin aussi de relais avec un tel caractère sur le terrain. Oui, ils ont besoin, je pense, de double relais. Ils ont besoin d'un relais tête froide, sans froid, pour planifier, le capitaine organiser, Dante par exemple, voilà. Et puis d'un relais tête chaude pour exciter, pour pousser, pour lancer. Et ça, c'est si vous avez les deux, vous avez votre couple moteur dans une équipe. L'idéal étant d'avoir les deux au milieu de terrain. Et ça, c'est pas donné à toutes les équipes. Deschamps était tête froide, Platini était tête froide, et d'évidence Pogba était tête chaude. Voilà. Donc, Pogba, quand il se met à faire le rhinocéros qui fonce vers le but, c'est terriblement efficace. Mais si avant il n'y a pas eu une tête froide qui planifie un petit peu tout ça, ça part dans le désordre. Et voilà, et on n'aboutit à rien. Si c'est valeureux, mais ça marque pas. Est-ce que Nice peut être un peu plus qu'un outsider pour le PSG ? Je vous dis, je pense qu'il leur manque quelque chose pour ne pas laisser filer 3 points ici, 2 points là, sur des bêtises. Et ça, à la fin de la saison, ça coûte très cher. Paris-Nice, 1er décembre. Ce sera un test intéressant, important. Ça va être intéressant parce qu'en plus, on arrivera vers la fin des matchs de poule de Coupe d'Europe. Donc, on aura des clubs qui sont un peu en tension. Je pense à Paris à ce moment-là. S'ils sont un tout petit peu en difficulté, ils peuvent être prenables. Et surtout, si ils ont quelques points d'avance, Nice peut faire un joli coup. Oui.